Bon, Will Eisner, tout le monde connaît Will Eisner aujourd'hui, enfin surtout, je suppose, tout le monde dans la salle. Will Eisner, j'ai eu la chance moi, de le rencontrer 4 ou 5 fois dans ma vie. Une première fois en Angleterre, c'était dans les années 90, où à la fin des années 80, il venait de terminer Alan Moore venait de terminer les Watchmen. Il était en dédicace avec Alan Moore, donc à côté d'Alan Moore. C'était à Londres. Donc j'avais rencontré déjà à cette époque, et je l'ai rencontré donc ensuite à plusieurs reprises à Angoulême, où il était beaucoup plus d'ailleurs disponible qu'il ne pouvait l'être aux États-Unis. Et c'était un homme absolument charmant, d'une très très grande disponibilité, d'une très grande gentillesse. Donc je crois que j'ai d'abord été ému d'abord par la lecture des Tintins quand j'étais jeune, parce que Tintin en 1974, grâce à Michel Gregg, a publié donc les Spirites. Et quand j'ai rencontré le bonhomme, j'avoue que ça a été un coup de foudre pour l'homme et ensuite pour l'œuvre à titre supplémentaire. Alors, je ne vais pas vous refaire un historique très très détaillé de Will Eisner, simplement vous dire que, comme vous le voyez dans ses planches, son environnement, c'est quelqu'un qui est né à New York, dans une famille juive. Son père a des origines autrichiennes. Il est arrivé donc après la crise de 29, donc et il a vécu péniblement de petits boulots. Mais il était peintre de décors de théâtre. Il en a fait quelques-uns donc dans son Autriche natale, et il a essayé d'en refaire ensuite à New York, au milieu de petits métiers beaucoup moins gratifiants, pour joindre les deux bouts. Et sa mère, Fanny Inberg, était juive roumaine. Elle était illettrée. Je pense que ça aussi, ça a une incidence sur l'œuvre d'Eisner. Surtout quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Alors je ne sais pas trop comment on fait défiler les images. Je pense... ouais, voilà. Donc ça, c'est une photo du jeune Eisner que vous connaissez certainement. Donc, à la fin de sa vie, Will Eisner, vous le savez, s'est appliqué à adapter en bande dessinée des grands classiques de la littérature. Et je pense que cette misère dans laquelle il a grandi y est pour beaucoup. Voilà. Will, c'est l'aîné de la famille. Il a un jeune frère et une petite sœur. Très vite, comme tous les dessinateurs de sa génération, il est né en 1917, il y a un autre grand auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui est né la même année, c'est Jack Kirby, alias Jacob Kurzberg. Et comme Kirby, il va vendre les journaux à la criée dans la rue dès qu'il a 13 ans pour aider sa famille. Bon, il va avoir la chance, après sa scolarité, à aller à une grande école, on va dire, la DeWitt Clinton High School à New York, et il va apprendre à dessiner. Il va réaliser lui aussi quelques décors de théâtre. Donc c'est assez amusant de voir cette filiation à travers ces décors de théâtre. Et là, il va rencontrer Bob Kane. Bob Kane, que vous connaissez certainement tous, qui est le futur papa de Batman, enfin l'un des papas de Batman, parce qu'on oublie souvent le scénariste, Bill Finger. Et ils vont rester en contact, en amitié, on va dire, et par la suite. Donc après ses diplômes, il va aller à la Art Student League of New York, et il va réaliser quelques illustrations pour les pulps et des publicités pour des quotidiens. Alors, j'ai pas trop trouvé ce genre de choses, mais c'est surtout la période après qui va m'intéresser et sur laquelle moi j'ai pas mal travaillé. Donc là-dessus, j'ai un petit peu plus d'informations. Donc, grâce à Bob Kane, justement, en 1936, eh bien, il va aller voir ce monsieur qui est derrière moi, c'est Jerry Iger, qui était un jeune éditeur qui publiait une publication qui s'appelait Wow, What a Magazine. Dans cette publication, il y avait ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire des rééditions de planches du dimanche, les Sunday Pages, et tout ça était un petit peu
agrémentées par des nouveautés. Et Iger allait donc chercher des jeunes artistes pour compléter ces pages. Et il trouve Eisner, et Eisner lui fait quelques pages, notamment d'une série qui va beaucoup m'intéresser, c'est Les Boucaniers. Alors ça s'appelle pas encore Les Boucaniers, ça s'appelle The Flame. The Flame, il réalise quelques pages. On ne peut pas dire que le style de ces premières pages soit extrêmement détaillé pour le moment. On est dans quelque chose qui ressemble un petit peu à tout ce que font les jeunes dessinateurs. Ça ressemble à du Jack Kirby de l'époque, ça ressemble un petit peu à tout ça. Donc il va dessiner Hawks of the Seas, The Flame. Il va dessiner également Captain Scott Dalton et une série de détectives, Harry Carey. Bon, le problème de WoW, c'est que après 4 numéros, ça va s'arrêter. Ça s'arrête très très vite. Ça ne marche pas tellement. On est donc en 36. C'est un grand format. J'en ai vu un une fois. C'est un grand format. D'ailleurs, c'est des magazines qui se conservent assez bien. Hein. Le papier était de meilleure qualité que les pulps. Et donc, c'est certainement... C'était vendu 10 cents, bon, comme les pulps. Mais bon, le format ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là que Eisner et Iger décident de monter un premier studio. Alors, j'ai eu la chance, à Angoulême, en 1997, d'interviewer Will Eisner sur justement ce premier studio qu'il a monté. Alors, c'était Eisner et Iger, parce que c'est Eisner qui a donné les 15 $ pour la location du studio. Donc voilà, donc c'est lui qui se mettait en premier, devançant son ex-employeur. Bon, la situation se passe très bien. Qu'est-ce que va faire Eisner? Il va engager ses copains, il va embaucher Bob Kane notamment, et quelques autres, notamment Bob Powell. Jack Kirby va venir à ce moment-là lui proposer quelques dessins. Et son studio s'appelle le Universal Phoenix Syndicate. C'est l'un des premiers ateliers de BD, ce qu'on appelait les sweatshops. Alors les sweatshops, c'est un nom assez intéressant, vous connaissez certainement. C'est pas les sex shops, hein, c'est les sweatshops. Alors c'était parce qu'on y transpirait beaucoup. Voilà. Donc c'était des studios où, alors Eisner me décrit son studio comme étant une pièce avec des tables sur 2 rangées. Et vous aviez les dessinateurs qui se passaient, enfin ils n'étaient pas tellement nombreux au début, ils étaient une poignée, et il y en aura plus par la suite. Mais ils se passaient les planches. Et donc, Eisner se souvient avec malice que pour faire croire à l'importance de leur sweatshop, ils allaient proposer leurs travaux au syndicate et ils commençaient l'histoire au bon milieu de l'intrigue pour montrer que finalement, ils avaient déjà publié un grand nombre de planches. Et donc, c'était vraiment comment dire... des Russes de Sioux, on va dire. Donc, alors, sur ces années un petit peu connues, hein, parce que What a Magazine est fini, ces planches, mais ils vont réussir à les vendre en Angleterre, ils vont réussir à les vendre aux premiers éditeurs de comics, notamment à Quality Comics, hein, qui va faire Jumbo Comics. Donc à ce moment-là, ce sweatshop prend de l'importance et commence bien sûr à intéresser les jeunes éditeurs de comic books. Alors juste pour vous rappeler qu'à cette époque, on éditait des pulps. La bande dessinée, c'était, comme vous le savez tous, c'était les pages du dimanche, comme les magnifiques pages qu'on a vues de Winsor McCay, et les bandes quotidiennes. Donc les comics, les comic books, c'était quelque chose qui n'existait pas. Il y avait quelques essais publicitaires qui avaient été lancés, mais on commençait à peine à se dire, à envisager qu'on pouvait les vendre. Hein, il faudra le succès de Action Comics numéro 1 en 1938 pour que les éditeurs se disent peut-être que ce nouveau format a de l'avenir. Bon, et donc on est là à l'aune des années, enfin à la fin des années 30, et effectivement les éditeurs se disent, tiens, je vais peut-être essayer cela, je vais peut-être me lancer, les éditeurs de pulp se lancent là-dedans. Et donc, Eisner arrive avec Iger au bon moment,
et il va proposer ces planches. Et donc il va les proposer à plusieurs éditeurs. Donc l'un de ces éditeurs, c'est Victor Fox. Victor Fox lui commande une copie de Superman. Voilà le Wonder Comics numéro 1 avec le fameux Wonder Man. Pas si fameux que ça, parce qu'il n'aura qu'une aventure, qu'un numéro, parce que DC Comics, enfin National Periodical, le futur DC Comics, va faire un procès. Et donc Victor Fox, qui était un espèce d'éditeur un petit peu margoulin, vous voyez, va tout de suite arrêter et va transformer son titre en Wonder... comment ça s'appelait après? C'était Wonder World Comics, voilà. Et Wonder Man va disparaître. Donc ce premier héros de Eisner, ce premier super-héros de Eisner, va avoir une existence fort courte. Voilà. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur ce procès qui a opposé Eisner, enfin Victor Fox à National, avec Eisner qui aurait, soi-disant, avoué avoir copié donc le Superman. Tout ça est faux, on a retrouvé il n'y a pas longtemps les minutes du procès. En fin de compte, Eisner a essayé de protéger son boss, donc voilà, son employeur. Donc Eisner n'a pas toujours dit la vérité. Voilà, donc à cette époque, donc, dans le studio, outre Boobkend, Bob Powell, Jack Kirby, on avait aussi Lou Fine, George Tuska, Chuck Mazoujian, Klaus Nordling, qui sont des petits dessinateurs, mais de talent, et qui sont payés 5 $ la planche. 5 $ la planche, sachant que Eisner va les vendre 8 $ la planche aux éditeurs. Donc avec Iger, ils se font une marge d'1,50 $, ce qui semble assez insignifiant. Mais en 1939, les deux hommes vont se partager une somme, un bénéfice de plus de 20 000 $. Donc c'est pour dire que malgré tout, c'était un bon business. Voilà. Alors, voilà le héros Yarko qui va remplacer notre Wonder Man dès le numéro 2 de Wonder World Comics, donc chez Fox, parce que donc, on reconnaît une espèce de copie de Mandrake, donc c'est un magicien dans le style de Chandu the Magician, qui faisait déjà la une enfin, qui était déjà un héros de feuilleton radiophonique. Le studio Eisner Iger va aussi démarcher d'autres éditeurs, notamment Fiction House. Et Fiction House, ils vont lui proposer un certain nombre de personnages. Et voilà une couverture inédite qu'a fait Eisner, donc pour Jumbo Comics numéro 12, je crois, ouais c'est ça, et qui illustre les boucaniers. Parce que les boucaniers, bien sûr, a été republié, a été réédité dans les premiers comic books donc, de Fiction House. Alors, ils ne vont pas s'arrêter là, mais bien sûr, ils vont inventer cette jolie nana que vous connaissez tous, donc Sheena, qui, surtout avec Bob Powell, dessiné par Bob Powell, il y en aura d'autres, il y aura le dessinateur de Tarzan, John Celardo, que vous connaissez peut-être, donc ils vont fournir l'essentiel des contenus, des sommaires de ces petits éditeurs de l'époque. Alors j'ai cité donc voilà, donc Fiction House, mais il n'y a pas que Fiction House, il y a une autre société sur laquelle je m'attarderai un peu plus, c'est Quality Comics. Alors Quality Comics, vous ne connaissez pas, parce que Quality Comics a complètement disparu, tué par les procès, vous savez, cette commission d'enquête, la commission d'enquête sénatoriale qui a statué, enfin qui a menacé les comics en 1954. Donc son éditeur, Buzzy Arnold, a décidé à cette époque de jeter l'éponge. Il s'est très vite retourné, il a publié, c'était l'époque où Playboy numéro 1 sortait, donc il a préféré faire des journaux un peu plus adultes avec des nanas un peu déshabillées. Et il a donc changé complètement son fusil d'épaule. Mais enfin, toujours est-il qu'on n'est pas en 56, là pour le moment, on est en 1940. Will Eisner et Jerry Iger fournissent tous les contenus des revues de Buzzy Arnold,
à savoir les Smash Comics, les Crack Comics, enfin des comics tout à fait formidables. Et dans l'exposition que je suis allé voir cet après-midi, j'ai pas pu m'en empêcher, vous avez une magnifique, enfin vous avez 2 pages de Black X, qui s'est transformé en Black Ace par la suite, qui est une série qu'a lancé Eisner à ce moment-là. Ah ben voilà, une splash de Black X. Voilà. Voilà, alors voilà Buzzy Arnold, l'éditeur de Quality Comics. Alors, j'insiste un petit peu sur cet éditeur parce que il va très vite faire une proposition très intéressante au jeune Will Eisner. Nous sommes en 1939. Will Eisner, je vous ai dit, gagne 20 000 $ cette année-là, qu'il se partage avec Iger. C'est une somme considérable à l'époque. Et à ce moment-là, Buzzy Arnold vient le voir et lui fait une proposition que Eisner va accepter, de lâcher son coéquipier, de lâcher Iger, et de monter avec lui, de travailler directement avec lui et avec des petits syndicates. En fin de compte, ce qui se passe en 1939, c'est qu'on n'est pas loin après Action Comics, mais tout de suite, les éditeurs, les syndicates commencent à se rendre compte qu'une concurrence énorme va arriver avec les comic books. Et ils décident, enfin certains syndicates décident de réagir, et notamment le Register and Tribune Syndicate, avec un autre dont j'ai oublié le nom, le McNaught Syndicate. Ils vont décider de travailler avec un éditeur de comic books, à savoir Buzzy Arnold de Quality, pour faire au format comic book des suppléments pour les quotidiens, des suppléments du dimanche. Alors, le contrat est juteux, et en plus, Eisner, qui est un homme avisé, c'est un vrai businessman, il va garder le contrôle de ses personnages, la propriété de ses personnages. Et c'est comme ça, bien sûr, que, eh bien, le Spirit va prendre naissance, donc dans les suppléments du dimanche, on va dire, avec des tirages qui atteindront jusqu'à 5 millions d'exemplaires à la grande période. Donc de nombreux journaux vont acheter donc au syndicate ces suppléments qui sont de 16 pages, hein, vous en avez quelques-uns qui sont dans les vitrines, que vous verrez tout à l'heure, et qui sont complètement fabriqués par Eisner et le studio Quality. Alors on retrouve, parce que entre-temps, bien sûr, quand Eisner est parti du studio Iger, il a pris tous ses copains. Et il a pris Lou Fine, il a pris un certain nombre d'autres auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment Klaus Nordling, qui va lui faire Lady Luck, et d'autres dessinateurs. Et en plus de ça, Quality a très bons dessinateurs, donc voilà. Donc c'est pour vous dire que Eisner va réellement prendre un risque. Il quitte un business qui est extrêmement lucratif pour se lancer dans quelque chose de totalement nouveau, un format qu'on ne connaît pas, un format hybride, un peu monstrueux, un avatar entre le comic book et le supplément du dimanche. Voilà. Et ça va marcher du tonnerre de Dieu, tant mieux. Bon alors celle-là, vous allez la voir. J'avoue que The Spanking Splash, j'ai pas pu résister. Voilà. Voilà. Donc, il va faire donc, bon, Eisner va développer donc tout un tas de méthodes narratives, va reprendre un peu les méthodes narratives, d'ailleurs qu'il a inventées avec les Faucons des mers. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et tout ça jusqu'en 1941, parce que en 1941, Will doit partir à l'armée. Alors, Will doit partir à l'armée. D'ailleurs, son éditeur Buzzy Arnold a tellement la frousse qu'il se fasse tuer pendant son service militaire qu'il fait inventer un deuxième personnage qui s'appelle Midnight. Midnight, c'est Midnight. Ouais, je crois que c'est Midnight. Enfin, toujours est-il que Midnight, c'est le même détective que le Spirit avec un loup, et qu'il va confier à un dessinateur très talentueux de Quality Comics, c'est Jack Cole. Vous avez certainement vu, vous connaissez peut-être Jack Cole, c'est celui qui inventera Plastic Man. D'accord. Bon, donc, bon voilà, Buzzy Arnold est un homme avisé, voilà. Bon, Eisner est un type toujours très fin, toujours très intelligent, qui arrive à se placer, et à l'armée, il va, bien sûr,
tout de suite faire prévaloir ses talents d'artiste et également d'éditeur et de businessman du milieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer les revues militaires de maintenance. Et il va tout de suite travailler, dès son incorporation, à Army Motors. Il va faire des strips, des espèces de cartoons éducatifs, avec un personnage humoristique de GI qui s'appelle Joe Dopp. Et ensuite, eh bien, cela va l'amener au Pentagone à travailler sur une revue qui s'appelle le Firepower. Bon. Et là, en 1945, il va se passer que la revue Army Motors va devenir PS, The Preventive Maintenance Monthly, qui est une revue qui va perdurer et qui dure jusque dans les années 70. D'ailleurs, Eisner va toujours continuer à travailler pour cette revue jusqu'en 1971. Il aura d'ailleurs quelques assistants, notamment un dessinateur qui fera des comics chez Marvel, qui s'appelle Mike Ploog, que vous connaissez peut-être, qui a fait Le Loup-Garou, The Werewolf by Night, Man-Thing et Ghost Rider. Donc un type qui est d'ailleurs dans la bonne tradition de Eisner, avec des beaux coups de pinceau. Voilà. Voilà, alors je ne résiste pas à vous montrer quelques splatchs magnifiques du Spirit. Alors, tant que je suis dans le style du Spirit, vous allez pouvoir admirer tout à l'heure ces expérimentations graphiques. Alors ça porte un nom, les Américains l'ont baptisé architecture ou les logotextures. Alors bon, vous comprenez parfaitement pourquoi, parce que bon, je ne vais pas faire de l'analyse, il y a des artistes parmi vous, vous êtes tous des spécialistes, mais vous connaissez tous ces splash pages du Spirit qui sont plus magiques les unes que les autres et qui sont toutes plus inventives les unes que les autres. Voilà. Toujours est-il que dans le Spirit, ces atmosphères urbaines et ces femmes fatales, son poil à gratter aussi, Ebony par exemple, eh bien, vont faire un maître total de la bande dessinée qui est The Artist des comic books et le géant incontournable des comic books avec Jack Kirby. Voilà, ça c'est clair. Et c'est l'un des pères fondateurs du comic books. Alors, pour reprendre un petit peu là-dessus, Eisner va quitter l'armée en 1945 et va reprendre son travail dans les syndicates sur le Spirit, où il va effectivement magnifier cette bande dessinée. Et il va s'essayer d'ailleurs, alors ça c'est beaucoup moins connu. Donc voilà une photo de Army Motors, je voulais vous en montrer une, de PS aussi, le journal militaire qui va commencer. Voilà quelques strips de Joe Dopp. Alors vous en avez quelques-uns qui sont présentés à l'exposition. Alors, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 1948, il va essayer de faire quelques strips et qu'il va proposer donc quelques bandes quotidiennes qu'il va proposer au syndicate, notamment je suppose au Register et Tribune Syndicate, et ça ne va pas marcher, ça ne va pas se faire. Et curieusement, en 1949, on retrouve deux one-shots édités, regardez, c'est Will Eisner Publication, dans lesquels il va utiliser ce matériel qu'il n'a pas réussi à vendre au syndicate. Donc je pense que ces autopublications sont la conséquence du refus. Alors il y en a deux, il y a Baseball Comics aussi. Voilà. Donc on va poursuivre. Eisner, on va dire en parallèle à sa carrière sur The Spirit, va poursuivre toujours ses travaux chez les militaires pour la maintenance, et notamment vous avez cette carabine qui va avoir un rôle assez important pendant la guerre du Vietnam, et il va faire toute une série de guides de maintenance, vous en avez quelques-uns. À partir de ce moment-là, Eisner commence à avoir un emploi du temps assez chargé. Il va s'entourer d'une équipe d'artistes assez solides. Il y aura le scénariste Jules Feiffer, qui est assez connu,
par la suite. Vous avez les dessinateurs Jerry Grandinetti, alors beaucoup moins connu, qui va faire pas mal de choses pour Joe Simon et qui va travailler chez DC Comics. Et vous avez d'autres petits dessinateurs moins connus, Al Wenzel, et un lettreur qui va, lui par contre, assez peu connu, mais qui va donner un petit peu le lettrage de Will Eisner tel qu'on le connaît, c'est Abby Cannexon. Voilà. Alors, Will Eisner va se marier en 1950, il aura 2 enfants, John et Alice, et à partir de 1952, il se désintéresse un petit peu du spirit. Il faut dire que ça commence un petit peu à tourner en rond, il a tout expérimenté, ça marche un petit peu moins bien, et il commence à laisser son spirit à des assistants, voire à des dessinateurs amis. Et vous avez certainement vu en 1952 les épisodes qu'a réalisé Wallace Wood, les fameux épisodes où le spirit se rend sur la Lune. Alors, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas apporté ça. Donc, ils ont été édités plus d'une fois en français, c'est des épisodes assez magnifiques. Mais cette association se passe assez mal avec Will Eisner. Will, je l'ai questionné sur Wallace Wood. Il n'avait pas l'air de trop le porter dans son cœur. Je pense que Will était quelqu'un de très carré et Wallace Wood avait déjà de gros problèmes à l'époque. Des problèmes personnels et qu'il compensait peut-être par une boisson un peu plus importante que... Et oui, le tabac, effectivement. Il a brûlé la moquette du bureau de Stanley en 1966, volontairement. Ouais. Donc voilà, donc ça s'est pas très bien passé, et le spirit s'arrête dans la foulée, juste après les épisodes de Wood. Donc 645 épisodes quand même, hein, 645 épisodes jusqu'en octobre 52. Voilà. Alors, moi si je connais le spirit, comme vous peut-être, c'est grâce à Michel Gregg. Michel Gregg, voilà, on ne dira jamais assez de bien de Michel Gregg, que malheureusement je n'ai pas connu, mais je suppose que plein de gens l'ont connu dans la salle. Et Michel Gregg a eu le génie, le talent, dans le journal de Tintin, de repérer les artistes américains qu'il fallait faire travailler. Et je ne résiste pas à vous montrer cette couverture Tintin inédite qui n'est pas sortie de Will Eisner. Il y en a eu d'autres qui sont sortis et qui se trouvent dans le portfolio du Spirit. Le portfolio du Spirit, c'est les couvertures de Tintin. Voilà. Voilà, alors, voilà, ça touche à sa fin, rassurez-vous. Je voulais simplement vous dire que, donc, en 78, après tout un tas d'essais, alors, Will Eisner, je vous dis, c'est un homme qui rebondit sans arrêt. Bon, il essaie de rebondir à l'armée, il continue sa carrière militaire et dans les journaux militaires très importante. Et dans les années 50, quand il se rend compte que les comic books vont être supplantés par la télévision, il va aller pour travailler dans les instances gouvernementales. Et dans cette exposition, vous allez voir un paquet de petites publications, de petites brochures qu'il a faites justement pour aider les gens à trouver un boulot, pour s'inscrire enfin, vous allez voir tout un tas de choses, de travaux qu'il a fait pour le gouvernement. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et en 78, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la révolution de son Contract with God. Il va révolutionner un format qui existait déjà avant lui, mais il va lui imposer ses lettres de noblesse. C'est le graphic novel, avec le contrat avec Dieu. Alors, il y a des infos qui ont fuité depuis un petit peu sur... bon, bien sûr, il avait besoin de faire quelque chose d'autobiographique, mais il semblerait que... Voilà, il y a quelque chose qui l'est touché particulièrement, bien sûr, vous allez le comprendre, c'est le décès de sa fille. Le décès de sa fille survient quelque temps avant la sortie de Contract with God, et sa maladie a fortement, certainement influencé cette œuvre. Sa fille, Alice, donc, est morte d'une leucémie à ce moment-là. Voilà, alors, à partir de 78, avec le succès de ce format inhabituel, rappelons que ce format a été inventé par d'autres, notamment par Gil Kane, dans les années fin 60, avec Black Mark ou His Name is Savage. Will Eisner va donner ses lettres de noblesse au graphic novel, et là il va en enchaîner tous les ans un nouveau, et ça va être des œuvres assez magiques, Life on Another Planet, The Building,
Life Force. Vous avez toutes ces planches qui sont donc dans l'exposition. Et là, la carrière de Will Eisner devient réellement internationale. En plus de ça, il va s'associer à des écoles de dessin, notamment la School of Visual Art of New York, et il va faire deux livres sur la bande dessinée, comment on fait de la bande dessinée, où il va complètement théoriser sa bande dessinée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est, en plus d'être le génie un peu expressionniste, parce que ces personnages sont denses à chaque fois, vous allez voir, ces personnages ont un langage corporel que seul Kirby peut-être, mais de façon très exagérée, avec beaucoup moins de nuances, pouvait approcher. Mais en plus, il va théoriser tout ça. Et ces deux livres sont des livres de référence, vous les avez certainement vus, Comics and Sequential Art. Il va être son maître mot, c'est Sequential Art, être un storyteller, un raconteur d'histoire. Il va s'intéresser au pacing, comme il dit, et graphic storytelling and visual narrative. Et d'ailleurs, ça va valoir des discussions homériques avec d'autres auteurs, notamment Frank Miller, qui pense que le cinéma et la bande dessinée sont la même chose, et Will Eisner, qui est en théoricien, va lui démontrer le contraire. Enfin, je vous engage vraiment à lire tous ces entretiens, c'est magnifique. Voilà. Et la carrière de Will Eisner va culminer avec les Eisner Awards, qu'on remet tous les ans à San Diego depuis 1988. C'est les Oscars de la bande dessinée, enfin du graphic novel là-bas. J'ai eu la chance d'assister à une de ces remises en 2010 et je peux vous dire que c'est vraiment très impressionnant. Et à partir de 2000, alors je l'ai revu à ce moment-là, il s'est lancé, donc, je le disais, dans l'adaptation des classiques de la littérature. Donc il a adapté Moby Dick, il a adapté Don Quichotte, etc. Il a repris Fagin, The Jew, hein, le personnage de Dickens. Voilà, donc peut-être en raison de sa mère illettrée, je ne sais pas. Et son dernier ouvrage est absolument formidable, Le Complot. C'est pas celui que je conseillerais, moi je conseillerais The Building ou Contract with God ou bien sûr des Spirits, mais The Plot c'est vraiment chouette, ça démontre, ça met en lumière l'imposture du protocole des sages de Sion. Voilà, c'est brillantissime. Voilà, alors je voulais, alors c'est pas de la publicité ou quoi que ce soit, mais je voulais vous dire que moi je suis super content d'être là, je suis très heureux d'être là pour ce centenaire de Eisner, que j'ai un peu connu, et d'être là au musée, au moment d'une exposition Eisner, parce que voilà, ça fait 2 ans que ça fait 10 ans que je bosse. Non, mais tout ça, c'est grâce aux AMBD, nous, c'est voilà. Quel poète, ce qui est là où il faut. C'est vrai, merci Stéphane, merci à tous. Et donc, voilà, ça a pu se concrétiser cette année-là. Voilà, je recherche depuis... quand j'étais petit, j'ai trouvé dans le grenier un almanach, un recueil de Bill Bokeh, une revue de 1939. Et dans Bill Bokeh, je vois Les Bouquiniers par Willis Rensi. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et puis je regarde, ça ressemble à du Eisner, c'est pas possible, c'est du Eisner. Et voilà, et donc je lis, parce qu'il y avait déjà de la très bonne littérature sur la bande dessinée, et je lis que Willis Rensi, c'est bien sûr Will Eisner. Et là je me dis, mon Dieu, c'est pas possible, j'avais la première année, enfin le premier recueil, ça fait un semestre, la revue s'est arrêtée après 1 an. J'avais pas le deuxième, j'avais pas la fin de l'histoire, et je me dis, bon Dieu, il faudrait rééditer ça un jour. J'avais 13 ans, voilà, bon, j'en ai 50. Bon, et donc, pour vous dire que ensuite, j'ai eu entre les mains l'édition de Dennis Kitchen, des Boucaniers Hawks of the Seas, qu'il a réussi à monter grâce à un autre dessinateur formidable, dont j'aimerais avoir le temps de vous parler, mais on a tous faim, c'est Al Williamson. Al Williamson, c'était un type formidable qui était, en plus d'être l'extraordinaire illustrateur qu'il était, un collectionneur. Et il était fou d'Eisner et de Hawks of the Seas, parce que lui, il l'a lu quand il était gamin en Argentine. Et il a réussi à garder toutes les pages. C'était des pages du dimanche, enfin des pages hebdomadaires. Il a réussi à retrouver à peu près toutes les pages, une centaine sur les 123 qui existaient. Et il les donne
il les donne à Denis Kitchen. Denis Kitchen cherche les pages qui manquent. Il arrive à en trouver, peut-être grâce à certains d'entre vous. Il en trouve une dizaine de plus. On arrive à 110 à peu près, sur les 123. Il en manque une dizaine. Et il le publie, parce qu'au bout d'un moment, il ne peut plus attendre. Il faut le publier. Will Eisner voit le livre, c'est un livre magnifique, grand format, sorti dans les années 85. Et il manque une dizaine de pages. Bon, voilà. Donc moi, un jour, un de mes amis, Doug Edline, Jean-Marie Arnon, mes amis de la bande dessinée, me donne ce livre en me disant « Ce sera mieux chez toi que chez moi ». Je lis ça, je regarde mon recueil de Bill Bokeh, mais il y a des pages manquantes, je les ai. Et je commence à rechercher les autres pages manquantes. Vers qui je me tourne? Vers quelqu'un que vous connaissez bien certainement. Hop, Louis Cans. Louis Cans, sa maison est bâtie sur des bandes dessinées. C'est-à-dire que je crois que c'est peut-être notre maître à tous. Ce sont, vous voyez, les archives de Gaston. C'est chez Louis Cans. Voilà. Donc, Louis Cans me sort les numéros de Bill Bokeh que j'ai pas, et puis me sort un récit complet chez Aventure et Voyage, où il y avait la dernière page qui restait à trouver. Alors il a fallu que je découpe, que je nettoie, que je remonte, Photoshop, truc bidule, j'arrive à refaire la planche. Et je me dis, ça y est, fantastique, on a les 123 pages. Je les envoie à Denis Kitchen, qui les envoie à Nancy et Gary Groper, du Will Eisner Estate, et je leur dis, c'est cadeau, c'est pour vous, voilà. Nous, on voudrait peut-être un jour faire une édition. Et ils me disent, c'est libre de droit, vous la faites quand vous voulez. Je dis, non, mais je veux votre autorisation, c'est à vous. Alors, ils me la donnent, ils me font même une super introduction, super. Et puis, entre-temps, je recherche, je me dis, soyons fous jusqu'au bout. Il y a des super sites sur Internet, il y en a un qui s'appelle Comic Book Plus, je vous le conseille, parce que les gens ont scanné tous les comics libres de droit depuis les années 30. Et je me dis, je vais me faire toutes les rééditions du Spirit en comic books. Alors je commence chez Fiction House, les Jumbo, etc. Puis je commence à... ils ont découpé telle case, ils l'ont remonté comme ça, qu'est-ce que c'est moche, les couleurs c'est atroce, ok, bon, ok. Et puis au bout d'un moment, sur l'épisode 14 et 15 de Jumbo Comics, je me dis, mais c'est du Will Eisner, mais ça ne me dit absolument rien. Et je venais de trouver 2 épisodes réalisés directement pour les comic books par Will Eisner à l'automne 39. L'automne 39, juste avant qu'il quitte Iger, Iger doit pas être trop content, surtout que, je ne vous ai pas dit, mais Iger, il avait le bureau juste en dessous du nouveau bureau de Eisner, qui venait lui piquer ses artistes dessinateurs. Donc, si vous voulez, il y avait quelques frictions, je pense. Bon. Enfin, toujours est-il que je retrouve 2 épisodes non référencés que personne ne connaissait de Will Eisner, sortis dans Jumbo Comics numéro 14 et 15. Alors après, il fallait trouver les pages. Alors j'ai fini par les trouver grâce à des collectionneurs, grâce à eBay. Bon, vu les prix, c'est 1000 $ le comic book. J'ai trouvé des copies coverless, sans couverture, excusez-moi, avec quelques pages manquantes, mais il y avait toutes les pages de Hawks of the Seas, The Hawk, comme c'était, ça sortait dans Jumbo. Et donc on a pu faire des très bons scans, que j'ai aussi envoyé à Denis et au Eisner Estate. Donc ce que je veux vous dire ce soir, c'est que, voilà, moi je suis pas peu fier, je suis cinéphile aussi. J'ai eu un autre grand moment d'extase comme ça, c'est quand ils ont retrouvé les bobines de Metropolis. Vous savez, en Argentine, qui avait certainement été amené là par un Allemand qui avait fui peut-être son Allemagne à la fin de la guerre. Bon, ceci étant dit, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu l'impression de lire derrière l'épaule d'Eisner. J'étais le premier à lire ce premier chef-d'œuvre. Il a arrêté les boucaniers pour faire The Spirit. Et les premières pages sont moyennes, mais dès la page 25-30, c'est du Eisner. Et c'est, bon Dieu, c'est super beau. Voilà. Je voulais juste vous terminer là-dessus en vous montrant mon enthousiasme de fans comme vous, de lecteurs, et puis voilà, vous dire que finalement, on trouve toujours des choses sur Eisner, sur Jack Kirby, je découvre des dessins toutes les semaines. Donc, il y a plein de choses encore à découvrir et l'avenir nous le montrera. Merci à vous.